phare, c'est le matérialisme dialectique. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment va s'organiser la soirée. Donc, Greg, ici présent, va nous faire une présentation du matérialisme dialectique. Puis suivra un petit débat voilà, où tout le monde pourra intervenir, poser des questions, faire des remarques, donner son point de vue. Et après, on vous offre un pot fraternel, donc après la réunion, pour aussi pouvoir discuter informellement. Et voilà. Je vais faire passer durant la réunion une feuille de contact pour ceux qui seraient intéressés pour rester en contact avec les jeunes communistes. Donc voilà, si vous êtes intéressés par les dates des réunions et tout, vous pouvez la remplir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté. Donc, et si, voilà, donc les mercredis du marxisme, c'est tous les premiers mercredis du mois. Vous pourrez trouver les infos sur notre site, donc Jeunes Communistes 29, pour avoir les dates des prochaines réunions, et puis aussi d'autres informations comme les manifs et tout et tout. Donc voilà, voilà ce que j'ai à dire. Donc Greg, à toi l'honneur. Bon bonsoir. La première chose que je voudrais dire juste avant de commencer, c'est que franchement ça fait très plaisir de voir la jeunesse communiste organiser une réunion comme celle-ci, parce que je sais qu'il n'y a pas si longtemps ça n'existait pas, n'est-ce pas? Il y a combien de temps? Depuis le mois de mai, l'année dernière, voilà. Ça s'est reconstruit. Et donc c'est vraiment très encourageant. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis impressionné par le fait que vous inscrivez des sujets philosophiques et théoriques dans le programme des réunions, parce que c'est absolument indispensable à mon sens que des communistes ou les gens qui veulent se battre contre le capitalisme et les injustices ne se limitent pas à des mouvements, comment dire, ou à des revendications, à de l'action. Il faut aussi qu'on ait une idée des fondements théoriques de notre vision du monde. Et donc le matérialisme dialectique, ça fait partie de ça. Donc je pense que sur ces deux plans-là, c'est vraiment... Enfin, je suis très content d'être là ce soir. Alors, le matérialisme dialectique, c'est le nom que l'on donne à la philosophie du marxisme. C'est le vrai nom du marxisme, ou en tout cas le marxisme sous son aspect philosophique. Et dans l'histoire de la philosophie, que je ne propose pas de vous raconter ce soir en entier, il y a deux ou quatre concepts, ou plus exactement deux paires de concepts, qu'il faut garder à l'esprit pour bien comprendre autour de quels axes les discussions et les théories philosophiques ont tourné au fil des époques. Premièrement, la question que toutes les philosophies posent, c'est le rapport entre le monde matériel, le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on vit, et la pensée humaine, comme on disait autrefois l'esprit. Le rapport entre l'esprit et la matière. Et la deuxième chose, c'est le mode de pensée. C'est-à-dire il y a deux grands modes de pensée dans l'histoire de la philosophie. Il y a ce qu'on appelle la logique formelle, qui, comme son nom l'indique, et surtout se préoccupe surtout des formes, de l'apparence des choses. Une table est une table, une maison est une maison, c'est-à-dire on donne un nom et une définition, une identité aux choses qui se présentent à nos yeux. Et l'autre forme de pensée, dont on discutera aussi ce soir, c'est ce qu'on appelle la pensée dialectique. Et la pensée dialectique, c'est une forme de pensée qui tient compte d'un autre aspect du monde, c'est-à-dire le changement perpétuel. Donc les différentes façons de penser ne tombent pas du ciel, elles correspondent au monde qui nous entoure. Donc le monde qui nous entoure est fait d'objets fixes ou apparemment fixes et identifiables, mais c'est aussi un monde en changement, en transformation perpétuelle. Et c'est pour ça que nous avons dans nos cerveaux, enfin, via nos cerveaux, ces deux façons de réfléchir et de voir le monde. Et donc, comme son nom l'indique, le matérialisme dialectique, c'est la conjugaison d'une approche matérialiste de l'histoire, c'est-à-dire que nous considérons que le monde, c'est de la matière, et que même la pensée, c'est une fonction de la matière, c'est matériel, la pensée. Et aussi dialectique parce que nous voulons tenir compte
dans notre vision du monde, du fait que les choses se transforment en permanence et que rien véritablement ne reste comme il est. Alors je voudrais donc essayer de passer par ces différents aspects de la philosophie et du marxisme, et j'essaierai de faire aussi simplement que possible. Mais si jamais je dis quelque chose qui vous échappe complètement, ou peut-être que je m'exprime mal, n'hésitez pas de m'interpeller. Alors, on va parler d'abord de cette façon de penser que l'on appelle la logique formelle. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour l'humanité et pour la compréhension de l'histoire de l'humanité, parce que c'est, et ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé. Au début de l'histoire de l'espèce humaine, la logique formelle n'existait que sous une forme extrêmement vague, et enfin la façon de penser était extrêmement vague et mystérieuse. On ne sait pas exactement comment les hommes pensaient, n'est-ce pas, dans la préhistoire. Mais la logique formelle a été théorisée, a trouvé une expression voilà, théorique, philosophique, à l'époque de la Grèce antique. Et en fait, c'est l'aboutissement de la philosophie grecque, et c'est Aristote qui, plus que tout, a essayé d'exprimer qu'est-ce que c'est que la logique formelle, avec quelques lois qu'il a définies et que je vais vous présenter. On parlera plus tard de la logique dialectique, et je ne vais pas parler d'une dizaine de philosophes, je parlerai juste d'un seul par rapport à la logique dialectique, et là, la plus grande figure de la philosophie dialectique, à l'exception de Marx, mais même plus grand que Marx d'un certain point de vue, parce qu'il était avant Marx, c'est le philosophe allemand George Hegel. Donc on va parler de ça. Donc, mais avant de parler de la dialectique, regardons cette logique formelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la logique formelle? C'est tout ce qui a trait à l'identification, la classification et la distinction entre les phénomènes du monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument indispensable à tout être humain pour comprendre et pour aborder le monde dans lequel on vit. Chaque chose que l'on utilise, chaque chose que l'on voit, quand on parle d'un système, le capitalisme, le socialisme, l'État, la classe ouvrière, la classe capitaliste, n'importe quel objet, on donne un nom à cet objet, on identifie l'objet et on le distingue d'autres formes d'objets. Il faut faire la différence entre une plante et un animal, entre quelque chose qui est vivant et quelque chose qui est mort. Et ça peut juste paraître un petit peu banal, c'est-à-dire évident, mais en fait, quand on pense au développement d'un nouveau-né, par exemple, un enfant, c'est une véritable révolution dans la pensée et dans le développement de la psychologie de l'enfance. Quand l'enfant réalise, par exemple, qu'il a un corps et qu'il est un être distinct de sa mère. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour le nouveau-né. C'est-à-dire qu'il s'identifie comme quelque chose de séparé et de distinct. Et on peut, par analogie, prendre l'histoire de l'humanité. Quand l'humanité émergeait des ténèbres de l'ignorance totale, le fait de pouvoir distinguer entre ce qui était dangereux, ce qui n'était pas dangereux, ce qu'on pouvait manger et ce qu'on ne pouvait pas manger, ce qu'il fallait craindre et ce qu'on pouvait dompter, etc., c'est-à-dire de pouvoir classifier et distinguer les différents phénomènes du monde, ça aussi c'est une véritable révolution dans la pensée humaine et dans le développement de l'humanité. Et c'est cette révolution-là qu'Aristote a voulu formaliser en établissant quelques lois simples de la logique. Okay? Alors, en fait, quand on regarde ces lois de la logique de la Grèce antique, ça peut paraître un petit peu simpliste, et c'est simpliste en fait, mais ce que je vous inviterai à faire, c'est de ne pas vous attacher à la formule, mais d'essayer de vous faire une idée de ce que ça représente
en termes de la vision du monde qui nous entoure. Alors la première loi d'Aristote, il appelle ça la loi de l'identité. Et il formule ça en disant tout simplement A égale A. C'est-à-dire, je ne sais pas, une chemise est une chemise. Un jeune homme est un jeune homme. Un vieil homme est un vieil homme. Hein? C'est-à-dire, chaque chose est égale à lui-même. La deuxième loi, c'est un peu de la triche, parce qu'en fait, c'est juste une autre façon de dire la première loi. Il dit A n'est pas non A. C'est-à-dire, si on est un jeune homme, on n'est pas un vieil homme. Ou si on a une chaise, on n'est pas une table, etc. C'est-à-dire, c'est la distinction. Mais en fait, c'est juste une autre façon de dire la première loi. Et puis, pour ne pas trop compliquer les choses, il y a un troisième concept qu'il appelait la loi de l'exclusion mutuelle. Par là, il voulait dire que les choses qui sont donc considérées comme distinctes et séparées les unes des autres, il n'y a rien de B dans A, il n'y a rien de A dans B. C'est pour ça que je vous invite à ne pas vous attacher à ces histoires de A ou B ou de non A, mais de vous faire une idée de ce qu'il voulait dire. C'est une tentative de schématiser le monde, une vision du monde où la première préoccupation que nous avons, c'est de distinguer entre les différents phénomènes de la nature et de la société. C'est ça le but de la logique formelle. Alors, c'est une forme de logique que, sans savoir que c'est de la logique formelle, que nous utilisons tous les jours. Et ce n'est pas, évidemment, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est absolument indispensable. Comment on pourrait vivre si on n'utilisait pas cette logique formelle, c'est-à-dire cette identification des choses. Et bien sûr, ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait que même si on admet que tout est en transformation permanente, malgré cette transformation permanente des choses, chaque objet, chaque phénomène du monde conserve une certaine identité pendant un certain temps. Par exemple, si j'ai placé une pomme sur cette table, cette pomme va graduellement se mettre à pourrir. Mais pendant longtemps, elle serait quand même reconnaissable comme une pomme. Donc, la logique formelle a une base matérielle, une base objective, c'est-à-dire dans la constance des choses qui se présentent à nous, si vous me comprenez bien. Alors, et c'est cette réalité-là qui explique que la logique formelle a été la forme dominante de la pensée humaine depuis le début de la pensée systématique. Et c'est toujours la forme de pensée dominante jusqu'à ce jour, parce que sans elle, on ne pourrait pas penser ou agir ou survivre. Alors, mais ce qu'il y a, c'est que malgré cette constance, il y a un changement. Et donc, c'est une chose de dire qu'une chose est égale à elle-même. Et on ne va pas, je veux dire, à chaque fois qu'on demande une cigarette, on ne va pas se dire mais la cigarette n'est pas la même chose qu'elle ne l'était il y a 5 minutes, on s'en fout de ça. Parce que ce n'est pas, qu'est-ce qui fait que l'utilité de la logique formelle, c'est qu'on veut identifier un objet, on veut identifier des phénomènes, et pour nos besoins du moment, ça suffit. Ça m'est égal que les cigarettes changent d'une minute à une autre. Ce que je veux, c'est une cigarette. Vous comprenez, mais c'est une chose d'utiliser la logique formelle, et c'est une autre chose de comprendre non seulement son utilité, mais aussi ses limites. Parce que quand on réfléchit bien et quand on regarde de plus près le monde dans lequel nous vivons, on s'aperçoit que la logique formelle, alors que ça peut paraître enfantine et évidente, c'est à la fois la source de le point de départ, plus exactement, de toute la connaissance humaine. Tout repose là-dessus. Le langage, par exemple, qui a joué un rôle capital dans le développement pour faire de nous ce que nous sommes. Le langage est fondé sur la logique formelle. Donc c'est la source de tout notre savoir, de toute notre connaissance du monde, ou disons le point de départ de cette connaissance, mais en même temps,
c'est le point de départ, c'est la source de toutes nos erreurs et de nos préjugés et de notre ignorance, quelque part. Parce que, c'est-à-dire que chaque chose, puisque chaque chose change, prenons un exemple de la vie courante politique. Par exemple, vous avez des gens qui disent il n'y aura jamais de révolution, les gens ne s'intéressent pas à la politique. Les gens ne veulent pas de changement, par exemple. C'est une vérité. Est-ce que c'est une vérité? Oui, c'est une vérité. Vous allez dans la rue, demandez aux gens s'ils veulent une révolution, ils vont vous dire non merci, je dois faire mes courses. Ils ne veulent pas de révolution. Mais donc il y a une part de vérité là-dedans, mais on sait quand même que dans l'histoire du monde, enfin toute l'histoire du monde est jalonnée de révolutions. Et si vous auriez demandé à quelqu'un juste à la veille de la Révolution française, est-ce que vous pensez que d'ici 2 ans, il n'y aura plus de rois, il n'y aura plus d'aristocratie, on aura même décapité Louis XVI, on vous aurait regardé comme un fou. Et ça veut dire que cette logique formelle, c'est-à-dire je constate quelque chose, je l'identifie, c'est-à-dire la passivité du peuple dans ce cas-là, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui imperceptiblement, c'est-à-dire nous on a du mal à cerner ce changement, mais un changement comme une sorte de processus moléculaire étant à l'œuvre, c'est-à-dire en dessous de la forme, le contenu est en train de changer, et quand il y a des révolutions, ça semble justement sortir d'un ciel bleu et personne ne s'y attend. Et pourtant, c'était quelque chose qui était en maturation depuis longtemps. Et donc là, nous avons un exemple de l'intérêt de la logique formelle, mais aussi de ses limites. Et donc, il faut qu'on soit conscient de ses limites. Donc, nous, en tant que partisans de la dialectique, c'est-à-dire de la reconnaissance du changement perpétuel dans le monde, et dans tous les phénomènes de la nature, on ne dit pas la logique formelle, c'est sans intérêt. On a tous besoin de ça. Mais il dit qu'il faut qu'on soit conscient des limites de cette forme de logique, et on ne peut pas lui accorder une valeur absolue. Parce que ce que nous allons voir, c'est que non pas dans un cas ou 2 cas ou dans certains cas, mais dans tous les cas, la logique formelle qui paraît être évidente, une table est une table, est en fait quelque chose qui néglige et déforme un aspect fondamental de la réalité, c'est-à-dire ce changement permanent. Alors, bien sûr, les gens qui sont, les philosophes qui disent appartenir, enfin défendre la logique formelle, ils ne nient pas complètement le changement. Il faudrait être fou pour dire que rien ne change. Mais c'est plutôt juste une vision générale du monde comme quelque chose qui est généralement fixe et immuable. Par exemple, si un philosophe dit « je ne reconnais pas la pensée dialectique », et vous lui dites « mais vous n'avez pas remarqué que le printemps devient l'été, et l'été devient l'automne, et l'automne devient l'hiver », il va dire « oui, mais c'est pareil chaque année, et ça a toujours été comme ça, et Dieu a créé le monde comme ça, et ainsi de suite ». Donc il ne nie pas complètement le changement, mais c'est une vision générale du monde, une approche philosophique qui tend à mettre en arrière-plan tout ce qui change et de mettre en avant tout ce qui reste constant. Et donc la logique formelle ne peut pas tenir compte de ces changements. Alors la logique formelle a dominé le monde de la philosophie jusqu'à la Renaissance et même au-delà, et jusqu'à, à vrai dire, la période de la Révolution anglaise en 1642 à 1649, où on a renversé la monarchie en Angleterre, et plus tard, et de façon beaucoup plus puissante, la Révolution française à la fin du XIXe siècle. Ce qui s'est passé, et ça montre aussi le lien entre la philosophie et ce qui se passe dans la société. Parce qu'à cette époque, c'était une époque de révolution européenne, et même dans une certaine mesure au-delà de l'Europe, où les forces de production, les moyens de satisfaire les besoins des gens, le développement du commerce, le développement de l'industrie,
le développement d'une nouvelle classe, la bourgeoisie, et aussi sous une forme embryonnaire la classe ouvrière, mais aussi des changements dans la condition de la paysannerie, faisait que pour la masse de la population, la société était dans une impasse. Et vous regardez toute la littérature, la poésie, le théâtre, la philosophie, enfin tous les aspects de la vie à l'époque de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, avec Voltaire, avec Rousseau, avec les encyclopédistes, etc. Toute la pensée humaine est en fermentation, en effervescence. Et il y a une remise en cause de l'ordre établi, le sentiment d'une profonde injustice, que quelque chose doit changer et va changer. Il ne savait pas exactement comment, mais il y avait le besoin d'un changement radical de l'ordre établi, et cet état d'esprit de la société affectait les attitudes des gens et des philosophes, les penseurs, envers la logique. Parce que si on acceptait l'idée que rien ne change, que tout est fixe, que tout est immuable, qu'une chose ne peut pas devenir une autre, c'est-à-dire cette vision un peu statique et conservatrice de la société, alors ça veut dire quoi? Il y aura toujours des rois, toujours des puissants, toujours des faibles et des pauvres. Et c'est quelque chose que l'humanité, enfin la masse de la société n'était plus prête à accepter. Et la pensée révolutionnaire n'était pas limitée à ceux qui étaient en dessous. Parce que vous aviez la noblesse à l'époque, par exemple, qui avait été déplacée, enfin détrônée pour ainsi dire. La noblesse avait perdu sa puissance politique et militaire d'autrefois, et elle avait été remplacée par le régime absolutiste. Et en même temps, cette même aristocratie, cette même noblesse qui avait été, comment dire, rabaissée par le régime absolutiste, avait du ressentiment contre l'Église et donc contre la religion, contre toutes les doctrines du Vatican, enfin de la hiérarchie de l'Église. Et donc l'aristocratie invitait dans des salons, dans des débats, les penseurs comme Rousseau, comme Voltaire, finançaient ces journaux, recordaient des salles, des possibilités de développer leur travail. C'est-à-dire que le mécontentement et le regard critique sur la société affectait toutes les couches de la société à des degrés et à des façons diverses. Et c'est dans cette ambiance-là qu'on a vu l'émergence de la philosophie dialectique, c'est-à-dire une philosophie qui correspondait à ce besoin de changement et au sentiment profond dans la société qu'il fallait que ça change. Et le plus grand et le plus éminent représentant de cette logique dialectique n'était pas un Français, c'était un Allemand du nom de George Hegel. Alors Hegel est né en 1770 et il est mort en 1831. Et c'est lui qui, il n'était pas le premier ou le seul dialecticien, mais c'est lui, je dirais, qui a donné l'expression la plus exhaustive et complète de la logique dialectique et qui a établi les lois fondamentales des transformations dialectiques. C'était quelqu'un donc qui incarnait cette révolution dans la philosophie qui faisait partie intégrante de la révolution bourgeoise et démocratique du 18e et du 19e siècle. Et c'est précisément ce contexte-là qui donnait à sa pensée une véritable puissance explosive. Les idées de Hegel ont galvanisé toute la société intellectuelle et radicale en Allemagne et à travers l'Europe, trouvé des adeptes dans tous les pays. Marx lui-même et Engels étaient le premier pas dans la politique et dans l'activité. Il faisait partie d'un mouvement qui s'appelait les jeunes hegeliens, c'est-à-dire que c'était des jeunes gens qui en lisant la philosophie de Hegel, ils y voyaient une justification, une sorte de comment dire, une expression de cette nécessité de renverser l'ordre établi, d'établir la société sur de nouvelles bases. Et puis il y avait une autre circonstance, en plus de l'ambiance sociale et politique de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de progrès dans le domaine de toutes les sciences, la géologie, la physique, la chimie,
tous les domaines d'investigation scientifique avaient fait d'énormes progrès et ont commencé à faire le lien entre les différents phénomènes du monde, c'est-à-dire par exemple les plantes et les animaux, ou les animaux et les humains, où on commençait à comprendre le fonctionnement des atomes, c'est-à-dire que les éléments qui paraissaient être différents, en fait, étaient constitués. On commençait à se poser par des éléments identiques, c'est-à-dire les neutrons, les protons, etc. Enfin, ils n'en est pas ces noms-là à l'époque, mais des particules, des atomes. Et donc ça aussi, beaucoup de choses étaient mises en cause, et ça faisait partie aussi de cet environnement de critique et de remise en question de la pensée officielle. Donc, pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que la logique formelle, c'est une logique qui se concentre ou qui met en avant les formes spécifiques et épisodiques de la nature, et la logique dialectique, c'est la logique du mouvement. Alors, pour ce qui est des lois de la dialectique, ce n'est pas aussi simple de les codifier ou de les exprimer que pour la logique formelle, parce que justement, on a affaire avec des transformations permanentes. Mais je vais essayer de vous donner quelques lois de la pensée dialectique pour que vous compreniez mieux. Et c'est la phrase que Hegel utilisait pour résumer sa pensée. Il disait: tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. Alors, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la philosophie, je me disais des phrases comme ça, je ne savais pas trop où ils voulaient en venir. Mais voilà où ils voulaient en venir. Il voulait dire que quand quelque chose émerge dans la nature ou dans la société, comme par exemple il y a une révolution, ou un changement dans l'ordre social, ou même quand un phénomène voilà, n'importe quelle facette de la société humaine commence à changer, c'est que cette chose est devenue rationnelle, c'est-à-dire raisonnable dans l'esprit des hommes. C'est-à-dire que les hommes sentent le besoin d'un changement, leurs idées changent, leurs idées se transforment, et cette transformation de ce qu'il appelait l'esprit des hommes entraîne un changement dans le monde. C'était ça son idée. Tout ce qui est rationnel devient réel. Et par extension, tout ce qui existe est quelque part rationnel et considéré comme nécessaire. Tout ce qui existe est nécessaire. C'est-à-dire que ça n'existe pas par ordonnance divine, par exemple, mais parce que c'est dans le monde, dans les affaires des hommes, c'est quelque chose qui est considéré comme juste, quelque chose qui est considéré comme nécessaire. Et le jour où les hommes décident que cette chose n'est plus nécessaire, que ce soit la monarchie ou l'État ou je ne sais pas, n'importe quelle institution, cette chose perd sa qualité rationnelle et doit disparaître, doit cesser d'exister. C'était ça l'idée de Hegel. Alors, Hegel avait cette vision du monde, mais il y avait, donc ça c'était le côté révolutionnaire de sa pensée, parce que quelque part il condamnait chaque chose, chaque phénomène, chaque ordre social, chaque régime à être jugé devant, aux yeux de la raison des hommes. C'est-à-dire chaque chose doit être regardée de façon critique. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un roi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la noblesse? Pourquoi l'Église devrait avoir tout ce pouvoir, toutes ces terres? C'est-à-dire, toute chose devait être soumise à la critique et à la réflexion. Mais il y avait deux failles, je dirais, dans la pensée de Hegel. Premièrement, il était ce qu'on appelle un idéaliste. Alors, idéaliste, c'est par contraste avec un matérialiste. Il considère que la pensée domine la matière, domine la nature. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, sa vision du monde, c'était que nous, les hommes, on réfléchit, on tend vers ce qui est raisonnable, ce qui est parfait, en quelque sorte. On s'efforce par notre raisonnement de décider de ce qui est bien pour les hommes. Et cette révolution dans la pensée, cette transformation de la pensée entraînera et entraîne des changements dans le monde réel. C'est-à-dire qu'il voyait
la pensée humaine comme le moteur du monde. Ça, c'est un aspect de la pensée de Hegel qui, de notre point de vue, n'est pas juste, et du point de vue de Marx, parce que ça laisse complètement ouverte la question, qu'est-ce qui fait que la pensée change dans ce sens et pas dans un autre? Et en fait, alors que la pensée, on peut penser que la pensée est, comment dire, est le précurseur. Pourquoi? Parce que c'est un peu dans la vie de tous les jours. Si je dis, je ramasse ce téléphone, ok? Les gens ils pensent, mais avant de ramasser le téléphone, c'est-à-dire avant l'acte, il y avait la pensée. Donc, c'était pas Hegel, et sur cette notion-là, Hegel a fondé toute une philosophie. C'est-à-dire, avant que quelque chose se passe, il faut que les hommes y pensent. Mais en fait, avant de ramasser ce téléphone, déjà il faut que le téléphone existe, il faut que moi j'existe, il faut que j'ai un besoin matériel ou autre pour ramasser le téléphone, c'est-à-dire que la pensée naît de la nécessité des choses, du monde matériel. Et quand les gens pensent qu'une révolution est nécessaire, dans l'idée de Hegel, c'est parce qu'une révolution matériellement, objectivement est nécessaire. Et eux, ils prennent conscience de cette nécessité par leur expérience. Et par conséquent, ils se disent, il faut que la société change parce qu'il y a trop de pauvreté, parce que l'industrie ne peut pas se développer, parce qu'il y a trop de ceci, trop de cela. C'est-à-dire que la pensée n'est pas la première chose, mais la pensée est à la traîne de développement dans le monde matériel. C'est une force plutôt conservatrice, la pensée. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens disent, on n'a pas besoin d'une révolution. C'est-à-dire que la pensée traîne est à la traîne du développement du monde réel. Mais quand les hommes commencent à prendre conscience de cette réalité, là, l'idée devient une force puissante. Parce qu'en fait, c'est que la pensée rattrape la réalité en quelque sorte. Donc ça, c'est un aspect de hegelianisme, c'est-à-dire son caractère idéaliste. Et l'autre faille dans la pensée hegelienne était que quand on demandait à Hegel, mais qu'est-ce qui fait que la pensée va dans ce sens et dans un autre? Il expliquait ça par l'existence de ce qu'il appelait l'idée absolue, c'est-à-dire une sorte d'idée parfaite, d'un monde qui exprime ce qui serait un monde parfait. Et en fait, l'évolution de la pensée humaine, pour lui, c'était que cette idée absolue est une sorte d'appel à la pensée humaine, qui appelait les hommes à réfléchir dans cette direction, vers la perfection. Et donc c'est un côté mystique, n'est-ce pas, philosophique, parce que si on regarde bien, quand il dit idée absolue, c'est un autre mot pour Dieu, n'est-ce pas, c'est-à-dire la perfection de l'esprit. Alors, voilà où on en était à l'époque où Marx et Engels arrivent sur la scène. Juste avant de traiter Marx et Engels, Hegel a essayé de formuler quelques lois de la pensée dialectique. Il disait, c'est la contradiction entre la forme et le contenu. Alors ça reprend ce que je vous disais, différent et change. Et à un moment donné, ce contenu différent va changer la forme. Comme une pomme qui est avec un verre à l'intérieur, on ne voit pas le verre. Et puis à un moment donné, ça devient une pomme pourrie. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre forme et contenu. Il a donné aussi une loi qu'il appelait la contradiction entre, ou la relation entre qualité et quantité. C'est-à-dire, c'est un peu comme la même chose, c'est-à-dire quand on met de l'eau à chauffer, il y a une augmentation quantitative de la quantité d'énergie dans l'eau, et à un moment donné, ce changement quantitatif va entraîner un changement qualitatif. Ce n'est plus l'eau, mais la vapeur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on observe dans la société humaine, comme je disais pour les révolutions. Il y a d'autres lois de la dialectique, mais il faut que j'avance, donc on y reviendra peut-être plus tard. Alors, donc on a passé par de la logique formelle, ou parfois on appelle ça la métaphysique, à la logique dialectique de Hegel. Et puis le marxisme vient couronner cette évolution de la pensée, parce que, comme je vous disais, ils ont commencé, Marx et Engels, comme des jeunes hegéliens.
Ils étaient très enthousiastes pour cette pensée de transformation, de révolution, de changement. Mais ils étaient de plus en plus mal à l'aise avec le côté idéaliste du hegelianisme. Et la France y est pour quelque chose, parce que quand ils faisaient partie de ce mouvement des jeunes hegeliens, les travailleurs à Lyon se sont soulevés en 1831, la révolte des Canuts à Lyon. Et Marx et Engels commençaient à se poser des questions parce qu'ils disaient, ils étaient un peu dans la foulée de la Révolution française. Et ils disaient, mais la Révolution française a réclamé la liberté, l'égalité, la fraternité. Et donc c'était ça le mouvement de l'esprit. Et comment ça se fait que dans la société, on n'a ni liberté, ni égalité, ni fraternité? On avait la liberté, pour reprendre l'expression de Leibniz, il a dit, c'est les renards libres parmi les poules libres. C'est-à-dire que, oui, tout le monde est libre, les uns sont libres d'exploiter les autres. Et comment vous pouvez avoir égalité entre exploiteurs et exploités? Donc, quelque part, quelque chose avait mal tourné. Les idées qui avaient animé la Révolution française n'avaient pas donné, le monde n'avait pas suivi l'idée. Donc, il fallait peut-être se poser des questions. Et deuxièmement, ils n'aimaient pas cette idée de plus en plus discréditée de l'idée absolue, surtout que Hegel, quand il était vieux, il est mort en 1832 justement. En vieillissant, comme ça arrive souvent, il est devenu un peu plus conservateur et un peu plus confortable. Il avait une bonne place dans la société allemande. Il était un homme philosophique très respecté, cité partout, mis à l'honneur partout. Et en vieillissant, son idée absolue et parfaite de la société était de plus en plus représentée comme la société telle qu'elle était. C'est-à-dire, il s'est réconcilié avec le monde. Et donc ça aussi, ce n'était pas au goût de Marx et Engels. Donc ils ont été aidés dans leur critique par un philosophe matérialiste du nom de Feuerbach, encore un Allemand, qui a soumis la critique de la philosophie de Hegel à une critique très sévère en rétablissant le matérialisme. Il a dit, l'esprit n'est pas le moteur de la société. Il présentait la pensée comme le reflet dans le cerveau des hommes du monde dans lequel il vit. Avant qu'un homme puisse penser à un oiseau, il faut qu'il puisse voir et observer un oiseau. La pensée, c'est le reflet du monde matériel. Il a développé toute une critique de Hegel sur ces bases-là. Et cette critique de Feuerbach a été, Marx et Engels, ils ont dit à l'époque que c'était pour eux une libération, parce que ça expliquait beaucoup de choses. C'est-à-dire, désormais, ce n'était pas que les idées devaient entraîner le monde, mais que les idées étaient au contraire le reflet avec un retard du monde dans lequel ils vivent, et cela aiderait à expliquer pourquoi la Révolution française n'avait pas donné les résultats escomptés. Les gens pensaient qu'ils auraient la liberté et la fraternité en renversant la monarchie, mais ce n'était pas matériellement le cas. C'est-à-dire c'est la matière, c'est l'objectivité qui prime sur la pensée. Ça, c'était très important. Et deuxièmement, Feuerbach a critiqué le côté religieux et mystique de Hegel. Seulement, Feuerbach lui-même, il a fait une bêtise, parce que, pour ainsi dire, il a jeté le bébé avec l'eau de bain. C'est-à-dire en rejetant le côté idéaliste de hegelianisme, il a aussi rejeté la dialectique. Et dans la philosophie de Feuerbach, on retrouve cette ancienne idée de la logique formelle, que le monde est fondamentalement inchangé et inchangeable, que les phénomènes ne se transforment pas comme Hegel avait dit. Et donc ce qu'a fait le marxisme, c'est le mariage ou la conjugaison du matérialisme de Feuerbach et la dialectique de Hegel. Et donc ils ont résumé leur pensée de la façon suivante. Le monde est en transformation permanente. Et cette transformation perpétuelle, c'est une propriété de la matière et de tout ce qui existe. Contrairement à ce qui prétend la logique formelle,
non seulement les choses changent, mais tout change tout le temps, sans exception. Et donc, la dialectique, la transformation dialectique, c'est une propriété du monde dans lequel nous vivons, c'est une propriété de la matière et de toute l'existence. Et donc là, on a la combinaison du matérialisme et de la dialectique. Et c'est ça la base philosophique du marxisme. Ensuite, ils ont développé et appliqué cette vision du monde à la société en disant en expliquant que ce qui était la véritable force motrice du progrès humain et de l'évolution de la société, c'est que, c'est comme je essayais de dire au début, c'est que la productivité, la technique productive, la façon de produire les nécessités de la vie, l'industrie en somme, le commerce, enfin, la façon dont on satisfait les besoins de l'humanité, c'est ça qui est la véritable force motrice de la société, parce qu'à un certain stade de développement de cette production, elle entre en contradiction où les forces de production, comme on appelle ça, sont bridées et contenues par la forme extérieure de la société, le régime, dans le cas de la Révolution française, le régime absolutiste. Et pour que ces forces de production puissent se libérer et avancer davantage et satisfaire les besoins de la société, il faut qu'il y ait un changement, une transformation de l'ordre social pour mettre l'organisation sociale en phase avec les capacités productives existantes. Et là, nous en sommes là aujourd'hui, pas comme à l'époque de la Révolution française, mais quand vous pensez à la société de nos jours, là aussi nous avons une énorme contradiction, n'est-ce pas, entre forme et contenu. Avec toute la technologie qui existe aujourd'hui, avec tous les énormes accomplissements de la science, dans toutes ses facettes, la médecine, etc., il n'y a absolument aucune justification pour la misère dans le monde, pour toutes les souffrances, pour toute l'inégalité. Les hommes disposent aujourd'hui des moyens de satisfaire tous les besoins. Il n'y aurait pas besoin de famine ou de misère ou autre chose si ces moyens de production